Je vais tout de suite passer la parole à Dominique Cotreau, qui est docteur en sciences de l'éducation, professeur associé à l'IUT de Tours, et avec qui on travaille souvent avec beaucoup de plaisir. À toi, Dominique, merci. Merci, Francis. Grand merci à eux de m'avoir invité à participer à cette très belle journée et de me donner l'occasion de prendre le micro et de parler. On voit bien qu'ils nous connaissent bien, parce que vous allez voir que je vais rajouter une couche encore sur le besoin de changement et sur aussi ce propos que est-ce qu'on parle d'éducation au développement durable, d'éducation à la transition, d'éducation au changement, d'éducation à l'environnement. En fait, peu importe, ce qui compte, c'est les actes dans lesquels vous entrez et ce que vous faites avec. Et moi, j'ai préféré nommer ça justement « Éduquer nos êtres au monde ». Parce que finalement, ce qui est en question là-dedans, c'est bien la relation que l'on a avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Je vais faire le même exercice que Patrick, de temps en temps faire semblant de vous regarder, parce que je ne vous vois absolument pas, et de temps en temps regarder mon diaporama, parce que je n'ai pas appris par cœur et je pensais avoir l'écran sous les yeux. On est donc dans un double enjeu, enjeux environnementaux au sens large du terme. L'environnement, c'est tout ce avec quoi l'on vit au quotidien, tout ce qui nous entoure. Donc, quelle planète laissons-nous à nos enfants? Mais nous, en tant qu'éducateurs, puisque je suis issue des sciences de l'éducation, la question aussi qui nous concerne, c'est quels enfants laissons-nous à la planète? Quels enfants souhaitons-nous former pour que la planète ne devienne pas invivable et non viable? Et je vais m'intéresser à cette question-là de quels enfants laissons-nous, avec un risque qui est important dans les éducations toutes les éducations tant qu'on parlera d'éducation au développement durable, c'est qu'on n'aura pas encore changé ce qu'il faut changer en matière d'éducation. Le jour où on ne parlera plus de ça, c'est qu'on aura intégré toutes ces préoccupations-là à l'éducation dans le moindre des enseignements. Le risque des éducations c'est de réduire l'éducation à un paradigme utilitariste. Il faut vite construire une pédagogie qui transforme les comportements. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est plus de l'éducation. Ça, c'est du dressage ou de l'aliénation. L'objectif est de résoudre les problèmes, bien sûr, mais avec une approche exclusivement behavioriste. On donne un sucre, puis après on enlève le sucre, et le chien salive. Excusez-moi, je vais un peu fort. On est dans une vision normative, aliénante et négative de l'éducation. L'éducation devrait être enthousiaste, porteur d'avenir, porteur de bien-être, porteur de plaisir, et non pas « attention, vous les jeunes, vous portez sur vos épaules tous les problèmes de notre société à résoudre ». Imaginez l'avenir qu'on leur ouvre en leur disant ça. En plus, on leur dit aujourd'hui « c'est à vous les jeunes d'éduquer vos parents ». Imaginez la déresponsabilisation des adultes qu'on propose et l'hyper-responsabilisation des enfants qu'on propose. Évidemment, c'est un mur. Le paradigme utilitariste, je reprends aussi ce qu'a dit M. Radan, joue sur la peur, qui est souvent contre-productive, sauf pour un petit nombre de personnes. Elle provoque le refus, le déni, l'indifférence, le cynisme, après moi le déluge, le repli sur soi et les siens, le sentiment d'hyper-responsabilisation, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. Ces critères sont le rendement et l'efficacité, et du coup la fin va justifier tous les moyens. À une époque, on apprenait à trier sans savoir pourquoi il fallait trier. Et ça peut servir des enjeux politiciens plus qu'éducationnels. Bien souvent, quand il arrive une catastrophe, une inondation, une submersion, une tempête, un ouragan, on en profite pour relancer une couche sur « voilà pourquoi il faut entrer dans le développement durable ». Notre système d'éducation est à changer parce qu'il est issu de la modernité. Une modernité qui a pensé sa relation au monde de façon séparatiste. Il a fallu que la culture aille au-dessus de la nature et souvent contre la nature. On a séparé l'objet du sujet, l'objectivité de la subjectivité. On a séparé l'esprit et la matière,
Et on voit bien quelles sont à l'école les disciplines les plus nobles, ce sont celles de l'esprit. Celles de la matière ont du mal à percer, à être reconnues comme aussi importantes que les autres. On a séparé raison et sentiment. Et dans cette séparation, là, cette espèce de schizophrénie que l'on a alors que nous sommes des êtres humains normalement qui réagissons de façon globale, eh bien, comme dit Edgar Morin, on a provoqué un sentiment d'indépendance humaine envers la nature. On a oublié, on est tombé dans un inconscient écologique, faisant oublier que ce que l'on boit, ce que l'on respire, ce que l'on mange, la façon dont on se déplace, c'est encore de la nature, même si elle est largement anthropisée. On a oublié qu'on était dépendant de la qualité de l'eau, de l'air, de la terre, de nos façons d'acquérir de l'énergie. Et dans ce trou-là, également, un déficit de responsabilité et de solidarité. Puisqu'on ne se sent plus relié au reste du monde, eh bien on ne se sent plus responsable du reste du monde et donc plus solidaire du reste du monde. Et donc il est important aussi de changer de paradigme éducationnel, de passer dans d'autres façons de concevoir l'éducation. Réinterroger le sens de l'éducation. Ça ne peut plus, on a longtemps été dans une définition de l'éducation, transmission des générations adultes aux générations enfants. On ne peut plus être que dans la transmission, on est obligé d'être dans de l'innovation, disait Jacques Bréjon. Quel être humain voulons-nous former et devenir ? Vous avez 3 heures. Dans et pour quelle société ? Sur quelle planète ? Dans quelles interactions ? Dans quelle manière d'habiter ensemble sur la Terre ? Et d'habiter ensemble, nous, êtres humains, d'où les processus éducatifs qu'on connaît de personnalisation, de socialisation, mais habiter aussi avec l'autre monde, le monde non humain. Pourquoi n'intègre-t-on pas le monde non humain dans nos relations de solidarité, dans nos relations de responsabilité, dans nos relations de valorisation, dans nos relations existentielles, tout simplement. Donc, intégrer à ce mouvement de socialisation, personnalisation, qu'est l'éducation depuis toujours, un mouvement aussi d'écologisation, de retissage de liens avec l'oikos de façon très globale, de façon large. L'oikos, cette maison de vie partagée, comme le montrait ce petit film d'introduction de la matinée. Alors bien sûr, à partir de savoirs redéfinis, de nouvelles compétences, de nouveaux contenus à enseigner, qui sont complexes et transversaux, qui rendent compte de leurs incertitudes et de leurs mouvances. Ce qu'on savait il y a 10 ans n'est plus juste aujourd'hui. Ce qu'on sait aujourd'hui est encore sans doute erroné par rapport à ce qu'on sera dans 10 ans. Il faut tenir compte de ça, c'est important. Qui reconnaissent aussi les savoirs de vie, les savoirs d'usage, les savoirs d'expérience. Ce n'est pas juste de l'enseignement, l'éducation au changement. C'est donc aussi aller voir du côté de la connaissance intime que chacun a du monde qui l'entoure, de sa vie quotidienne, de ses voyages, de ses temps de loisirs. C'est un savoir non formalisé, une connaissance non formalisée, mais qui a autant d'importance dans la réaction au monde, dans la saisie des problématiques du monde, que les savoirs qui sont formalisés dans le cerveau sous forme de contenu. Donc je passe un peu vite sur les connaissances, parce que c'est ce sur quoi on travaille beaucoup. Mais ce qu'on oublie souvent de considérer, c'est la place du corps dans ce processus éducatif-là. On voit bien que l'éducation s'est construite assis, l'enseignement en tous les cas, assis derrière des tables, dans le silence, dans l'immobilité. Et on a du mal à sortir de ce modèle-là, alors que mon premier métier, c'était prof d'éducation physique. Voilà pourquoi je m'étale un peu sur le corps, parce que j'en ai vu les effets en matière d'éducation. La place du corps, le corps pivot de l'être au monde. On n'apprend pas à marcher par une leçon sur les lois de l'équilibre, vous êtes bien d'accord avec ça ? Eh bien, on n'apprend pas non plus à être au monde juste par un enseignement de géographie, de développement durable, d'histoire, de sociologie, de mathématiques, de français. Ça va au-delà de ça. Le corps, c'est le pivot de l'être au monde. À la fois, on voit bien que par le corps, on intègre des informations que nous donne le monde.
Là, moi, je suis en train de saisir des informations dans la pénombre dans laquelle vous vous situez, mais où je vois du blanc, du jaune, des lueurs de téléphone portable. J'interprète ça, et je l'interprète non pas en essayant d'avoir une analyse objective des choses, mais par une réaction immédiate corporelle de ce que je perçois, de mes mouvements, des odeurs, des sons. Donc j'intègre ces informations-là. Et en retour, je vous donne des informations. Elle est petite, Dominique Cottereau, on la voit à peine derrière son micro. Le corps est le premier médiateur du rapport au monde. Alors c'est très flagrant chez les bébés, c'est très flagrant chez les petits-enfants, et tant qu'ils ne sont pas encore bien ajustés dans leurs mouvements, dans leur sensorialité, dans leurs relations, on sent bien qu'il faut faire bouger le corps et qu'il faut apprendre avec le corps. Et une fois que ça semble un petit peu apaisé, là, quand ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, eh bien, on se dit que maintenant, c'est par les oreilles et par le cerveau que ça passe. On oublie que pour apprendre à être au monde, le corps continue de travailler. Vous continuez encore de travailler par le corps et d'apprendre des choses du monde par le corps. Le moindre des voyages que vous faites, vous apprenez bien plus que lors d'une conférence sur le lieu de ce voyage. Et vous avez une autre mémoire de ce voyage-là. Vous gardez d'autres souvenirs parce que c'est un moment pédagogique total lorsque le corps y est plongé. Le corps permet l'enracinement physique de la pensée. On résout des problèmes lorsqu'on est dans le problème. L'appropriation des milieux, comment s'approprier des problématiques environnementales sans être dans l'environnement. On n'en aurait qu'une abstraction qui parfois nous fait louper des solutions possibles. Souvent, vous travaillez à partir des représentations initiales des jeunes sur une problématique, sur un sujet, sur une question. Mais dans notre monde intermédiaire d'image mentale, on n'a pas que les représentations rationnelles. On a aussi tout notre imaginaire. On oublie que notre relation au monde est largement imprégnée, imbibée, filtrée par l'imaginaire. Un imaginaire subjectif qui combine nos histoires personnelles, la société à laquelle on appartient. On n'a pas le même imaginaire ici à Niort qu'on l'a en Afrique du Nord en ce moment. Et qui combine un troisième imaginaire qui est celui de notre appartenance à l'espèce humaine. Nous sommes tous des êtres humains d'où que l'on soit sur la planète et de quelle époque que l'on soit. Et on a un imaginaire commun qui est un imaginaire anthropologique. Cet imaginaire anthropologique-là, il s'est construit sur la relation à la nature, sur notre phénomène de redressement. Ça veut dire que tout ce qui, dans la nature, est vertical, va nous aider à nous élever. Faites regarder les cimes des arbres à des enfants et vous allez voir comment le dos va s'étirer. Tout ce qui va être enfermant, comme les grottes, les nids, les forêts, va participer à notre imaginaire du repli, du repos. Cependant, il ne faut pas en avoir peur de la forêt pour pouvoir aller s'y reposer. Ça veut dire qu'il y a d'abord un travail corporel à aller faire dans la forêt. Doubler l'imaginaire scientifique donc d'un imaginaire poétique, eh bien on pioche là pour ça largement dans la pédagogie de l'imaginaire que vous connaissez bien quand vous faites de la poésie, de l'art plastique, du théâtre, de la musique, dans ce que cette expression-là exprime de la relation qu'on a avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Et dans ce qu'elle invite à décoloniser nos imaginaires occidentaux, dit Serge Latouche. Nous sommes dans un imaginaire occidental qui a des tentacules qui vasent tout autour de la planète. Tout le monde a envie de ressembler à notre mode de vie parce qu'on est quand même dans un certain confort. Et notre imaginaire à nous est un imaginaire de séparation, comme je le disais. Comme dit Edgar Morin, l'être humain se croit aujourd'hui surnaturel, placé au-dessus de la nature. Ça, il faut le balayer, cet imaginaire-là. Et donc construire plutôt un imaginaire de la reliance. Et un imaginaire poétique qui est un imaginaire de la créativité. Poiesis, la création. Et puis un troisième point que je voulais souligner, c'était de réfléchir nos rapports existentiels à l'environnement. Non seulement réfléchir à la connaissance qu'on en a,
non seulement écouter l'avancement des informations objectives, mais comment vous vous êtes construit, vous, chacun d'entre vous, dans la salle, dans votre relation à l'espace extérieur. Si on n'était pas si en retard, voilà, il me reste que 3 minutes, je garderai bien ces 3 minutes-là pour le silence réflexif qui vous inviterait à chercher dans vos histoires qu'est-ce qui vous a aidé à grandir. Un champ, des vaches, une rivière, des arbres, une forêt, la mer, la ville, les trottoirs. J'ai pas 3 minutes, mais vous le ferez ce soir à la maison. Pour prendre conscience de nos éco-formations, prendre conscience de nos éco-formations, c'est-à-dire comment vous avez été formés par l'oikos, comment vous n'avez pas été juste formés par vos parents d'abord, vos pères, vos maîtres, l'institution scolaire, le monde social, mais aussi par le monde physique. Vous avez tous sûrement, dans un coin de mémoire, une odeur, une image d'un environnement dans lequel vous avez joué enfant. Il faut révéler nos apparentements à la nature, disait Searle, nos apparentements à la nature, et pas nos différences seulement, pour donner une valeur existentielle aussi au monde non humain. Le monde non humain, c'est sans doute de la ressource, c'est bien sûr de l'objet à étudier, c'est bien sûr un cadre de vie, mais c'est d'abord un monde vivant qui a autant le droit que nous de vivre. Donc pour cela, avec des ateliers d'expression subjective, des ateliers de réminiscence de souvenirs et des autobiographies environnementales. Depuis 1 an ou 2, je milite un peu pour ça. Écrivons nos histoires de vie environnementale. Racontons comment on a aussi été éduqués et formés par le monde physique de la nature. Alors j'avais encore tout un propos sur faire ça en démarche de projet. Mais je ne vais peut-être pas y passer beaucoup de temps. Ça veut dire quoi ton hochement de tête, Francis? Vaut mieux pas. Il faut que j'y aille vite. On est pris par le temps. Mais vous le savez. Mais je voulais quand même revenir là-dessus parce que l'éducation au développement durable, à l'environnement, au monde, à tout ce que vous voulez, ne peut pas se faire juste sur des séquences de 2 heures. C'est dans la durée qu'on s'installe et c'est dans le projet qu'on s'installe. D'une part, tout au long du cycle scolaire, mais aussi tout au long d'une année scolaire. Pour agripper les problématiques, il ne faut pas juste les écouter pendant une demi-heure. Et moi qui suis du monde des associations d'éducation à l'environnement, on a vu réduire comme peau de chagrin les interventions de partenariat avec les écoles. Lorsque j'ai commencé l'éducation à l'environnement, animatrice de classe de mer, les enfants venaient 3 semaines en classe de mer. Imaginez le travail qu'on pouvait faire dehors. Et donc cette alternance entre, peut-être on peut aller jusqu'à la dernière diapo, cette alternance entre un travail d'objectivité et de subjectivité. On a 2 pieds, hein, nos 2 cerveaux sont plus emmêlés que ce qu'on disait à une époque, mais on est bien de l'objectivité et de la subjectivité. Et quand c'est 1, 2, 3, je me presse. C'est quand les 2 sont reliés qu'on comprend les choses. On les comprend dans le sens cum prehendere, je prends avec moi. Et je contiens cette volonté d'agir, du coup. C'est là-dessus que va se construire l'engagement. La volonté d'agir, le vouloir agir, le savoir agir et le pouvoir agir. Parce que quand je me sens forte, je peux prendre le pouvoir d'agir. Tisser ensemble rationalité et imagination, explication. Je sors et implication, j'appartiens malgré tout au monde. Je ne vole pas au-dessus. Science et art, culture et nature, savoir de l'esprit, du cœur et du corps, pour essayer de transformer nos rapports d'usage que nous avons aujourd'hui avec l'environnement en rapports de sage. Je vous remercie. Merci Dominique.